Ça a l'air de se connecter. Fait qu'on y Oui. va. Bonjour, bonjour à tous. On va permettre aux gens tranquillement de se connecter, de bien nous entendre. Donc, bienvenue à ce deuxième Midi-Causerie. Le Midi-Causerie aujourd'hui porte sur une analyse de la durabilité de la production d'avocats au Mexique dans un contexte de globalisation des échanges. Donc, la question, c'est quelle implication pour les objectifs de développement durable? Donc, écoutez, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter brièvement les gens qui m'accompagnent à l'Institut EDS. Premièrement, Mme Karen Bouchard, qui est directrice adjointe de l'Institut EDS. Bonjour, Karen. Ensuite, Edem Betoglo, qui est chargé de communication à l'Institut EDS. Ensuite, bonjour Edem. Ensuite, Valérie Leclerc-Massicotte, qui est étudiante au baccalauréat en développement durable. Bonjour Valérie. Et Charlie Carrier, qui est étudiante au baccalauréat en développement durable. Et bien sûr, je vais vous la présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais notre présentatrice aujourd'hui, c'est Rebecca Perrault, qui est étudiante au doctorat en sciences géographiques, notamment. Donc, je veux simplement vous dire que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et ensuite elle va être rendue disponible sur le site Internet de l'Institut EDS, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment, si vous souhaitez, par exemple, on veut qu'il y ait des échanges, on veut qu'il y ait des questions, c'est vraiment le concept de Midi-Causerie. Donc, si vous voulez pas nécessairement que votre visage apparaisse ou de votre voix, bien, vous avez toujours l'option, lorsque ça sera la période de questions et d'échanges, d'utiliser l'outil conversation là, que vous connaissez bien. Là, avec la pandémie, on connaît bien l'outil discussion qui est en bas de l'écran qui nous permet de poser des questions pour faire des commentaires également. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Avant de présenter plus officiellement Madame Perrault, j'aimerais inviter Madame Karen Bouchard à faire un petit mot d'introduction et nous présenter c'est quoi ça, ce concept-là de Midi-Causerie. Merci, Jason. Je serai très brève. J'aimerais simplement souligner, juste avant qu'on plonge dans cet échange, qu'on profite de cette plateforme, dans le fond, ce prétexte d'échange qu'est le Midi-Causerie, pour vous partager vraiment notre vision. On y faisait très, très rapidement allusion juste avant le début de l'activité. En fait, j'ai invité mes collègues à imaginer qu'on avait une machine à café, quelques muffins et qu'on échangeait de manière informelle dans cette zone privilégiée qu'est la série de Midi-Causerie. Donc, Midi-Causerie autour des ODD. Pourquoi? Bien entendu, parce que la mission de l'Institut EDS repose directement sur ces grandes préoccupations autour du développement durable et des 17 objectifs de développement durable. Cette série de Midi-Causerie est pour vous, membres de l'Institut. Donc, sentez-vous très chaleureusement invités à participer, à poser des questions, à réagir. Et sans plus tarder, on va laisser la place, bien sûr, à Rebecca, qui a vraiment, je pense, une communication extrêmement intéressante pour tous à nous partager. Donc, voilà. Merci beaucoup, Karen. Donc, je vais simplement vous présenter un peu plus en détail. Mais on disait tantôt Mme Rebecca Perrault, qui est étudiante au doctorat en sciences géographiques. Elle est aussi membre étudiante de l'Institut EDS. Donc, ça nous fait plaisir vraiment là, de partager des résultats des travaux de nos membres étudiants. Juste une petite parenthèse là-dessus. Vous pouvez toujours me contacter. Je pense qu'on vient de mettre mon adresse dans la discussion. Donc, si vous voulez présenter peut-être dans le cadre d'un Midi-Causerie ou autre, sentez-vous bien à l'aise. Donc, je vous disais qu'elle était membre étudiante de l'Institut EDS et aussi représentante étudiante du regroupement des géographes du Québec, qui organise d'ailleurs un colloque qui aura lieu prochainement. Donc, sans plus tarder, je peux vous inviter, Mme Perrault, à partager votre présentation, puis je vous cède la parole à l'instant. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence.
Merci d'être ici pour discuter de développement durable avec moi aujourd'hui. Dans ma présentation, je vais tenter de faire une analyse de la durabilité, de différentes facettes de la durabilité de la production d'avocats au Mexique en prenant les ODD comme cadre d'analyse. Donc, je vais commencer par vous présenter mon projet un peu. Alors, le titre de ma recherche, c'est une recherche qui est réalisée dans le cadre d'un doctorat en sciences géographiques et mes recherches sont dirigées par Madame Nathalie Gravel. Et le titre de ma recherche est Analyse du potentiel de réalisation d'une transition agroécologique dans la production d'avocats au Michoacán, Mexique, dans une perspective de développement durable des territoires ruraux. Alors, pour le plan de ma présentation, je vais vous présenter, comme je vous disais brièvement, mon projet de recherche, mais je vais me concentrer sur les points de 8 à 11 là, pour vous présenter les implications des ODD dans ma recherche. Alors, en introduction, je vais vous mettre en contexte. C'est la libéralisation du secteur agricole mexicain qui a été vraiment poussée par la signature de l'ALENA qui a favorisé le développement de la filière d'exportation d'avocats au Mexique. Le Mexique, c'est vraiment et de loin là, le plus grand producteur mondial d'avocats et c'est au Michoacán que se concentre le 3/4 de cette production. Et c'est grâce à un climat favorable et des régulations agraires qui ont fait du Michoacán le seul État autorisé à exporter jusqu'en mai 2022. Donc, c'est très récent. L'État de Jalisco aussi s'est ajouté aux États exportateurs, mais jusqu'en mai 2022, c'était le seul État à pouvoir exporter. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi la production s'est vraiment concentrée dans cet État. Et ça a engendré une conversion là, de l'utilisation des sols, puisque l'aire plantée a plus que doublé là, entre 2000 et 2020. Et aujourd'hui, c'est 175 000 hectares d'avocats qui sont plantés. Donc, le Michoacán, c'est un État du centre-ouest du Mexique. Donc, on voit en rouge en haut ici. La production d'avocats se concentre dans la carte que vous voyez en bas à droite. Dans les districts qui sont en vert foncé et en vert pâle. Et ce qui est encerclé en jaune, c'est mon territoire d'enquête, donc là où j'ai fait des recherches de terrain. Donc, la problématique, je vais y aller très rapidement parce qu'on va vraiment y aller plus en profondeur avec les ODD. Mais on peut dire là, que la production d'avocats va engendrer de nombreux impacts environnementaux et socio-économiques. Mon postulat aussi, je vais vous présenter rapidement. En gros, j'affirme que la production d'avocats au Mexique n'est pas durable pour l'environnement et les sociétés. Et mes objectifs généraux, donc on peut vraiment voir aussi comment l'inclusion des ODD à mon analyse est pertinente puisque je veux analyser la durabilité de la production d'avocats en se basant sur les principes de l'agroécologie et contribuer à la compréhension des impacts locaux de cette production. Pour mes concepts, là, il y a vraiment le développement durable et l'agroécologie qui sont vraiment fondamentaux. J'aurais voulu apporter un peu votre attention sur le petit diagramme que vous voyez ici à votre droite. On présente deux visions du développement durable. Donc, souvent, celle qui est plus à gauche, c'est celle qui est utilisée dans les institutions internationales, qui est basée sur les 3 piliers, là, environnement, société, économie, qui sont interreliés, mais d'importance égale. Moi, ma vision du développement durable, elle est inspirée de la bioéconomie de René Passette. On dit plutôt que l'économie est une composante de la société, mais la société évolue dans l'environnement. Donc aussi, ça démontre un peu l'importance qu'on apporte à chacune de ces dimensions. Alors, c'est buggé. OK. Donc, j'ai fait de la collecte de données dans des visites de terrain. J'ai déjà réalisé 2 visites de terrain, une à l'été 2019 et une plus longue là, à l'automne 2021, où j'ai fait des entrevues dirigées avec des producteurs d'avocats, autant en production conventionnelle que biologique, et de l'observation participante
au sein de l'Association paysanne et des entrevues semi-dirigées avec différents acteurs de la filière. Donc là, on entre dans le vif du sujet, les objectifs de développement durable. On sait qu'ils sont tous interreliés entre eux, mais moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la présentation des ODD 2, 12, 15 et 16. Donc, voilà. L'ODD 2, c'est fin zéro. Donc, ici, on voit une citation de l'ONU à l'ODD 2 qui dit qu'un changement profond du système mondial d'alimentation et d'agriculture est nécessaire si nous voulons nourrir les 820 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui et les 2 milliards de personnes supplémentaires que le monde comptera d'ici à 2050. Donc, dans cette citation-là, on a plusieurs éléments à prendre en considération. Premièrement, l'explosion démographique qu'il y a dans le monde. Donc, plus de personnes sur la Terre égale plus de bouches à nourrir. Mais parallèlement à ça, on a aussi le phénomène de la diminution de la qualité des sols, principalement dans les milieux tropicaux, où les sols sont très fragiles aux perturbations induites par les hommes et perturbations qui peuvent aussi être l'agriculture principalement. Ensuite, il y a aussi le phénomène de la diminution de la disponibilité des sols, qui peut entre autres être induite par l'augmentation de l'urbanisation. Par exemple, au Michoacán, on dit que la baisse de la superficie des terres cultivées, en fait, les meilleurs sols propices à une agriculture vivrière et diversifiée, donc, est causée par l'urbanisation, ce qui porte directement atteinte là, à la sécurité alimentaire. Donc, si on prenait en compte les principes agroécologiques, on pense qu'on pourrait augmenter la productivité agricole puisqu'on améliorerait la qualité des sols. Et ça vient rejoindre l'ODD 2.4 qui dit qu'il faut des pratiques agricoles résilientes qui permettent d'accroître la productivité tout en tenant compte là, de différentes facettes du développement comme la diminution de la vulnérabilité ou la protection des écosystèmes. Donc, pour enrayer l'insécurité alimentaire, on croit qu'il faut vraiment miser sur les paysans, les petits producteurs. On dit que dans les pays en développement, ils fournissent jusqu'à 80% de la nourriture. Et c'est vraiment des agents là, de protection de la biodiversité, puisque les producteurs qui vont faire des petites cultures vivrières diversifiées vont non seulement conserver une diversité de cultures, mais aussi une diversité de variétés. Donc, par exemple, au Michoacán, les petites cultures diversifiées sont de plus en plus éliminées du territoire parce que le gouvernement subventionne la production des avocats. Donc, on se retrouve avec un paysage là, en monoculture, mais non seulement on ne produit que des avocats, on ne produit qu'une seule variété d'avocats, la variété As, que c'est celle qu'on retrouve dans nos épiceries. Et donc, sur 400 variétés d'avocats qu'il y a au Mexique, on élimine tranquillement ces variétés-là, puis c'est une perte irréversible de biodiversité parce qu'il n'y a aucun organisme au Mexique qui est chargé de surveiller la biodiversité, la conservation des semences d'avocats. Donc, c'est vraiment en misant sur les petits producteurs qu'on pourrait encourager une agriculture diversifiée. Et si on faisait ça là, au Michoacán, il y a 70% des producteurs qui ont moins de 5 hectares, donc qui sont des petits producteurs. Si on misait à diversifier leur production, il y aurait 70% de la production qui aurait le potentiel d'être plus diversifiée. Donc, c'est non négligeable. Tout comme les ODD, l'agroécologie va vraiment valoriser le rôle des femmes en agriculture. On veut viser leur autonomisation parce que les femmes n'ont pas accès aux mêmes ressources que les hommes. Quand on parle de ressources, ça peut être l'éducation, l'accès au marché, le financement, mais aussi ils n'ont pas la même place dans les prises de décision. Souvent, elles ne sont tout simplement pas incluses dans les prises de décision. Et l'ONU affirme là, que si on visait leur autonomisation, on atteignait leur autonomisation, il y aurait de 100 à 150
millions de personnes qui souffriraient plus de la faim. Donc, ça non plus, c'est non négligeable. Et par exemple, au Michoacán, c'est un milieu traditionnel. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont propriétaires. Moi, dans mes recherches, j'ai réussi à m'en interviewer une seule. Et mes résultats, moi, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que la femme me disait qu'elle était vraiment intéressée à inclure des pratiques plus agroécologiques dans son champ. Elle avait une belle conscientisation de l'environnement, mais finalement, c'était son mari qui travaillait au champ et c'était lui, finalement, qui avait le dernier mot sur les changements à apporter. Donc, je pense vraiment que c'est un point important si on veut atteindre une meilleure production, une production plus responsable, plus durable. Donc, et ça vient rejoindre aussi l'ODD 2.3 qui dit qu'il faut doubler la productivité agricole et les revenus des producteurs, en particulier les femmes et les Autochtones, et assurer l'accès finalement aux ressources productives. À l'ODD 12, il faut dire que le développement, là, pendant plusieurs années, a été perçu seulement qu'en termes économiques. Hein, on parlait de croissance. Donc, c'était basé sur l'exploitation excessive des ressources naturelles, basé sur un modèle là, de l'extractivisme. Et c'est comme ça aussi que se sont développées là, les filières d'exportation, comme la filière de l'avocat. Et donc, pour arriver à une production plus durable, on dit qu'il faut faire une utilisation rationnelle des ressources naturelles et prendre en considération la capacité de la planète, des terres à se régénérer et aussi la capacité productive qu'elles ont sans en utiliser plus, en prendre plus que ce qu'elles sont capables de produire ou régénérer. Donc, pour ça, on devrait encourager une économie circulaire et ça vient vraiment en lien avec le concept là, de bioéconomie que je parlais un peu plus tôt et de biorégion aussi. Donc, on encourage le recyclage des nutriments et de la biomasse au sein de la biorégion. Ça pourrait concrètement, là, en agriculture, signifier une augmentation de la qualité, de la fertilité des sols parce qu'on retourne la matière organique au sol. Et donc, ça nécessiterait moins de besoins en intrants chimiques qui sont des intrants externes et finalement qui augmentent la vulnérabilité là, des producteurs puisqu'ils sont dépendants envers les prix de ces intrants-là qui dépendent du marché. Et ça représente là, de 30 à 40 là, des dépenses là, pour les producteurs, donc les fertilisants et pesticides. Alors, c'est vraiment très important. Et aussi, pour une consommation et une production durable, il faut vraiment contrer le gaspillage. En ce moment, on gaspille le tiers de tous les aliments qui sont produits. Donc, il faut vraiment travailler fort là-dessus par rapport au gaspillage lors de la récolte. Au Mexique, il y a un 10 à 15 % des avocats qui ne sont pas récoltés par les empaqueteurs, là, qui ne sont pas récoltés pour l'exportation. Donc, ce 10 à 15 % d'avocats-là va ensuite être revendu sur le marché national, souvent pour des industries de transformation. Donc, ils vont transformer les avocats qui seraient gaspillés autrement. Et encore plus loin, il y a des industries maintenant qui vont transformer les déchets des industries de transformation. Donc, on sait, hein, le noyau et la peau de l'avocat, ça représente une masse importante de déchets. Donc, maintenant, ils font des matières biodégradables avec ça. Alors, c'est de là qu'on voit vraiment l'importance d'appuyer les innovations et la recherche scientifique hein, pour diminuer le gaspillage. Et ça vient vraiment en lien avec l'ODD 12.3 qui dit qu'il faut appuyer les recherches et les innovations, justement, dans les pays en développement principalement. Aussi, il faut moins contaminer. La production d'avocats va contaminer l'eau, les sols, l'air, les aliments aussi par les pesticides qui sont utilisés. Et donc aussi, ça va engendrer, là, comme je disais tantôt, une dépendance envers ces intrants-là.
Et en plus, ça va contaminer, par exemple, là, il y a la contamination des lacs au Michoacán en ce moment, qui est très grave, et aussi l'assèchement des lacs parce qu'on utilise l'eau des lacs pour irriguer. Et finalement, il y a des populations autochtones là, qui pêchent traditionnellement dans ces lacs-là. Donc, ils font partie là, des victimes finalement de cette production-là. Ça apporte nécessairement atteinte à la durabilité de la production. Et si on avait une vision là, plus intégrée du développement, on pourrait intégrer justement ces victimes-là dans le dialogue. Et donc, tantôt, on disait qu'il faut produire plus avec moins. Maintenant, à l'ODD 12, on dit qu'il faut produire plus et mieux avec moins. Donc, à l'ODD 15, bien, on dit que la nature est indispensable à notre survie et plus spécifiquement que les forêts là, sont d'une importance vitale et qu'elles représentent là, des moyens de subsistance, principalement, comme je disais tantôt, pour les populations autochtones aussi qui sont très dépendantes des forêts pour leur survie. Au Michoacán, là, il y a une déforestation, c'est vraiment très important la déforestation. C'est des forêts tropicales sèches de pins, donc c'est des conifères au Mexique. Et il y a donc une biodiversité endémique qui est dépendante de ce type d'environnement, mais finalement qui va diminuer, finalement la biodiversité va diminuer parce qu'on déforeste pour convertir en plantation d'avocats. Cependant, j'aimerais apporter une petite nuance parce que faut dire que les avocatiers, hein, c'est des arbres. Donc, à l'échelle du paysage, moi, je trouvais ça, tu sais, moi, je viens du Québec où que je vois des champs qui sont cultivés, mettons des champs de soya, donc c'est très plat. Mais là-bas, on voit vraiment une rugosité aussi dans le paysage, tu sais, c'est des arbres. Donc, moi, je trouvais pas ça si pire que ça, mais les gens de là-bas le savent, là. Il y a vraiment une grosse déforestation qui s'est faite en peu de temps. Donc, nécessairement, ça a des impacts, là, le repli de la faune, de la flore et donc aussi des populations autochtones. Et ça vient rejoindre l'ODD 15.1 qui dit qu'il faut garantir la préservation, la restauration, l'exploitation durable des écosystèmes terrestres, et principalement des forêts et des montagnes. Donc, on parle du Michoacán ici. Et donc, aussi, là, qui vient rejoindre l'objectif 15.9, qui est donc finalement un des buts ultimes là, de ma recherche, là, d'intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, donc dans la planification territoriale. À l'ODD 16, il y a un enjeu très important en ce moment, qui affecte le tissu social, c'est la présence du crime organisé dans la production d'avocats. Donc, le crime organisé, la mafia, va venir extorquer un montant d'argent régulier aux producteurs d'avocats en échange de leur protection, mais c'est plutôt en échange de leur droit d'exploiter leur propre terre, finalement. Et ce montant d'argent-là, les agriculteurs pourraient l'utiliser pour faire des investissements agricoles, payer l'école, hein, l'éducation de leurs enfants ou améliorer leur vie, bref. Donc, ça affecte leur opportunité de développer leur capital humain et social et donc d'améliorer leur qualité de vie. Il y a aussi un grave problème d'enlèvement et d'assassinat de journalistes ou de protecteurs de l'environnement au Michoacán, au Mexique en général. Puis, juste une petite anecdote, là, moi, quand je suis arrivée là-bas et que je disais que je parlais français à l'association paysanne, là, quand je me suis présentée, j'ai comme ressenti un malaise. Puis là, tout le monde me dit « Ah, il y a eu une journaliste française qui nous a vraiment donné mauvaise réputation, puis nous, on veut pas ça ici. » Puis là, il a vraiment fallu que je rectifie le tir, puis que je dise que moi, j'étais là pour faire de la recherche scientifique, que ma recherche était approuvée par un comité d'éthique et tout. Mais surtout que tu sais, je mette l'emphase sur le point que je suis pas journaliste, hein, parce que le Mexique, c'est un des pays qui a le
le plus d'enlèvements et d'assassinats de journalistes au monde, là. Donc, je voulais vraiment rectifier ce détail que je ne suis pas journaliste. Et aussi, malheureusement, là, protéger l'environnement au Mexique, ça peut être très dangereux pour sa vie parce qu'il y a plusieurs cas un peu célèbres, là, mais récemment, il y a à peu près 2 mois, il y a eu un protecteur de l'environnement qui dénonçait la déforestation et la conversion illégale des sols, finalement. Et donc, il s'est fait kidnapper par la mafia, justement. Et finalement, le soulèvement là, de la population a fait qu'il a été libéré, là, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, il faut faire attention. Et un autre grave problème qui est peu discuté dans la littérature scientifique, là, c'est plutôt dans la littérature grise qu'on va trouver ces informations-là, c'est le travail forcé des enfants. Donc, moi, j'ai trouvé un article de journal qui reliait ce phénomène-là à l'augmentation du cancer dans la zone avocatière chez les enfants, parce que, dans le fond, le crime organisé, la mafia va aller cogner aux portes des maisons, des populations là, les plus vulnérables, les plus pauvres, et va échanger un salaire en échange d'un enfant qui viennent travailler dans les champs pour appliquer des pesticides, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire ce travail-là, parce que les gens sont très conscientisés là, des conséquences que ça peut avoir sur la santé d'appliquer des pesticides. Donc, ça, c'est un problème très grave. Et finalement aussi, il y a les conflits d'usage des ressources, principalement, là, il y a des exemples. Il y a comme un petit village près de Tacambaro, que là, c'est la ressource en eau qui est disputée entre les producteurs d'avocats et la communauté rurale, une petite communauté rurale qui pourtant a les concessions, elle a le droit légal d'utiliser cette ressource en eau-là, mais les producteurs d'avocats ont construit de la tuyauterie de plusieurs kilomètres de long et donc ils essaient de faire respecter leur état de droit, mais ils sont pas capables parce que ceux qui ont installé la tuyauterie, bien, c'est la mafia, encore une fois. Donc avec la corruption qui existe, c'est vraiment difficile de faire respecter là, l'état de droit. Alors, sur une note un peu plus positive, j'aimerais terminer en disant que si on développait un modèle de gestion en gouvernance participative des forêts, on pourrait favoriser, là, faciliter la résolution de conflits comme on vient de voir et en instaurant un dialogue là, entre les différentes parties prenantes pour faire valoir les intérêts de chacun et aussi les droits de chacun. Ça pourrait leur donner des ressources comme des ressources juridiques aussi pour justement faire valoir leurs droits et leurs besoins. Donc, les résultats aussi de mes entrevues là, ont démontré qu'il y avait déjà une conscientisation importante là, chez les producteurs, en fait, envers les enjeux environnementaux. Et les gens sont très conscientisés. Donc, moi, je crois que c'est très positif pour ce qui est du potentiel d'adoption de pratiques plus agroécologiques. Et je pense que ça a un potentiel vraiment là, d'améliorer la durabilité là, de cette production-là, puis de favoriser la conservation des écosystèmes là, à cette grande échelle qu'est le paysage agroforestier de la zone avocatière au Michoacán. Donc, pour terminer, j'ai des petites photos ici de mes visites de terrain dans des vergers à Tingambato. Ici, c'est des photos lorsque j'accompagnais des acteurs de la filière. Et voilà. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez des questions pour moi. Merci, Rebecca. T'aurais-tu le goût de nous présenter un petit peu plus en détail les photos? Ça va l'air intéressant. Moi, ouais. Mais je voulais pas prendre beaucoup de temps. À les lire, mais c'est correct. Okay. Là, donc, ça, on a le temps. Oui. OK. Donc, ça, c'est des visites. C'est quand je faisais des visites dans les vergers à Tingambato pour faire des entrevues là, avec les producteurs. Ce
celui que vous voyez ici au milieu, c'est Milton. C'était un agronome indépendant, finalement, qui, lui, se spécialise dans la production biologique, mais il va plus loin là, que seulement la production biologique. Là, il fait lui-même des pesticides là, maison. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de connaissances. Donc, ça ici, ce qu'on voit, c'est un compost, un vermicompost. Et là, ici, on voit là, des opérations culturales là, comme l'émondage là, qui est mécanisé. Ici, ça, c'est la USDA. Je ne me rappelle plus c'est quoi en français, là, mais c'est l'organisme américain, finalement, qui s'occupe à faire respecter les régulations américaines sur le territoire mexicain. Donc là, on essayait d'identifier s'il n'y avait pas c'est des petits vers là, qui en fait, c'est un ver qui se retrouve dans les noyaux. Et c'est la principale barrière au commerce au Mexique. Donc, on essayait d'identifier la présence là, de ce ravageur pour finalement certifier l'exportation. Ensuite, au milieu, ça, c'est pour la mobilisation là, des avocats. Donc, de la récolte jusqu'à son passage à la frontière américaine. Et ici, c'est les empacadores, c'est les empaqueteurs. Je n'ai pas trouvé comme une bonne traduction là, encore, mais c'est là que les avocats sont nettoyés, emballés et entreposés. C'est eux également qui font la récolte dans les champs. C'est tout. Super, merci beaucoup. Ça, c'est toi qui cueilles. Oui, c'est moi qui fais de l'observation participante. C'est le cas de le dire. Ouais. Donc, merci beaucoup. Tu peux arrêter le partage d'écran. Puis, écoutez, là, on va passer à la période de questions et commentaires. C'est la période d'échange. Vous pouvez, je vous inviterai à ouvrir vos caméras, ceux qui souhaitent prendre parole. Ça serait le fun de voir vos visages un peu, là, comme si on était dans la même salle. C'est pas obligé non plus. Donc, voilà, il y a différentes façons de poser des questions. Vous voyez, mon collègue Edem a déjà levé la main. Vous pouvez faire la même chose. Il y a vraiment, vous pouvez aussi ouvrir votre caméra. Puis, comme je vous disais d'emblée, vous pouvez aussi utiliser l'outil discussion. Donc, Edem, oui, tu avais une question pour Rebecca? Oui, merci Jason. Merci Rebecca pour ta présentation fort intéressante. En fait, j'ai une question déguisée en deux questions. Alors, la seule question que j'avais, en fait, c'était de savoir concrètement le modèle que tu proposes. Est-ce que c'est un modèle qui serait peut-être développé sur le terrain en partenariat avec les acteurs locaux, par exemple, parce que ton modèle est assez politique de mon point de vue. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu l'entrevois dans son opérationnalisation? Et est-ce que ce modèle pourrait peut-être régler le problème de l'autonomisation des femmes? Parce que je me rends compte qu'il y aura quand même des défis culturels qu'il faudrait, bien entendu, intégrer dans ton modèle. Est-ce que ça répond aussi à ça en même temps? Donc, c'était un peu ça ma question. Merci. Oui, donc, en fait, moi, c'est ça. Comme j'aimerais proposer un modèle comme solution à la fin de ma recherche, là, un modèle de gestion participative, en gouvernance participative des forêts. Donc, c'est un modèle agroforestier, ça s'appelle les forêts modèles. Donc, ce modèle, ça inclut justement tous les usages qu'on peut faire de la forêt et des ressources naturelles dans la zone délimitée. Et donc, oui, ça inclut tous les acteurs. Donc, les femmes seraient aussi inclus, mais le but, c'est de vraiment comme favoriser le dialogue puis la prise de décision. Tu sais, tu me demandais si c'était que c'était politique, mais oui, en fait, un modèle de gestion en gouvernance participative, là, ça inclut un partage des pouvoirs. Donc, ça demanderait aussi là, nécessairement que l'État accepte de partager ses pouvoirs aussi
sur ce qui est de l'aménagement et l'utilisation là, des ressources là, qui en seraient faites. Mais c'est surtout là, pour inclure justement des parties de la population qui sont plus vulnérables là, en lien avec la production d'avocats. Les producteurs sont dépendants envers une seule production, donc envers les prix d'achat aussi, envers les intrants, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils sont vraiment dépendants envers cette production-là. Si on avait un système de gestion comme agroforestier, bien, on pourrait revaloriser d'autres cultures aussi, puis fournir des sources de revenus alternatives là, pour les producteurs en cas là, de chute des prix des avocats. Il y a beaucoup d'autres pays là, qui sont en train de développer la production avocatière. Là. Donc, ça se pourrait que éventuellement les prix des avocats baissent énormément. Là. Ça pourrait faire, on l'a vu là, avec la production de café, c'est aussi ça qui est arrivé. Donc, ça serait vraiment avec l'objectif de diminuer la vulnérabilité là, des populations rurales. J'espère que ça répond à la question. Oui, c'est beau. Merci. Merci avec Karen aussi qui avait une question. Rebecca, écoute, je te remercie d'abord pour ta présentation. C'est très inspirant, clairement. Moi, j'ai bien entendu les liens que tu faisais avec les ODD, que tu couplais avec ton objet de recherche, mais j'aimerais peut-être que tu nous partages ta vision des choses, à savoir en quoi, selon toi, ça peut faire une différence que d'emprunter la lunette des ODD pour une analyse comme celle-là et les constats auxquels tu en viens. Oui. Je sais pas bien, premièrement, tu sais, quand que je faisais l'allusion au petit graphique là, avec les différentes visions du développement durable, je pense que les ODD viennent déjà apporter un peu une alternative à cette vision traditionnelle-là là, des 3 piliers du développement durable, en incluant là, toutes sortes de facettes au développement durable, justement. Et je pense que les ODD, c'est vraiment... ils sont tous interreliés entre eux. Là. J'aurais pu probablement dire quelque chose sur chacun de ces ODD-là par rapport à la production d'avocats. Donc, ça permet d'avoir une vision vraiment multidisciplinaire, interdisciplinaire. Puis, ce qui est vraiment important là, dans le développement durable, dans le développement régional aussi, le développement rural. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là comme intégrée, là, d'intégrer toutes sortes de facettes à un développement durable, finalement. Merci beaucoup. Moi, je me demandais rapidement, dans le fond, tu parles un peu des principes agroécologiques. Qu'est-ce que tu as vu dans ton terrain jusqu'à maintenant en termes d'alternatives ou de systèmes agroécologiques? Parce qu'on le voyait un peu dans tes photos, là, il y en a qui utilisent du vermicompostage. Tu as parlé un peu de l'utilisation des noyaux, etc. Dans le fond, qu'est-ce qui existe déjà comme alternative ou système que tu juges qui est plus durable? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? J'ai pas observé un modèle que je dirais comme parfait. Par exemple, j'ai observé plusieurs pratiques qu'on peut considérer agroécologiques. J'ai observé, mais principalement l'utilisation rationnelle des pesticides chimiques. Ça, c'est vraiment revenu souvent là, dans mes entrevues avec les producteurs. Ils vont vraiment utiliser les pesticides seulement s'il y a présence, finalement. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est quand on utilise des intrants chimiques comme une recette. Puis on dit à chaque mois, il faut appliquer ça. Mais j'ai beaucoup là, de producteurs, mais aussi, comme je disais, ça représente tellement une grosse dépense là, pour eux, l'utilisation d'intrants chimiques, qu'ils vont l'utiliser plus rationnellement. Puis ça, je pense que c'est vraiment important là, pour redonner un peu à l'agriculteur là, son pouvoir décisionnel, son pouvoir... tu sais, l'agriculteur, c'est un observateur, hein, il observe. Il faut redonner ce pouvoir-là à l'agriculteur de prendre des décisions dans son champ. Puis souvent, c'est un peu contre-productif quand il y a des agronomes. Puis là, je ne veux vraiment pas comme mettre la faute sur les agronomes, là. Mais souvent, les agronomes vont dire, ils vont donner une recette,
puis c'est ça. Mais les agriculteurs, ils se posent des questions beaucoup, puis ça, je trouvais ça intéressant. Sinon, ce que j'ai vu, c'est que moi, souvent, je posais, est-ce que vous cultivez autre chose dans votre champ que des avocats? La première réponse de tous les agriculteurs, c'est non, je produis juste des avocats. Là, je leur disais, mais vous n'avez pas même un arbre d'un autre fruit, par exemple. Puis là, ils me disaient, ah oui, j'ai ça, 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 ça. Puis là, finalement, ils ont plein d'autres arbres fruitiers ou même des nopales, là, des cactus ou des courges même. Enfin, souvent, ils ont d'autres productions. Ça va être plutôt, c'est pas revendu. Donc, c'est pour ça que leur premier réflexe, c'est de dire non, je produis rien d'autre parce qu'ils n'ont pas le droit non plus là, de revendre parce que théoriquement, avec les lois là, des Américains, les autres productions pourraient être hautes de ravageurs. Donc, ils n'ont pas le droit théoriquement d'en avoir d'autres. Donc, ça fait partie aussi, en passant, des régulations là, qui font diminuer là, la durabilité de la production. Mais bref, donc souvent, ils en ont d'autres, puis c'est destiné à l'autoconsommation. Puis ça a une valeur économique, hein, la production agricole pour l'autoconsommation. Puis ça, souvent, ils n'en sont pas conscients, mais ça serait important de la valoriser, cette production-là, de plus qu'il y a dans leur champ. Puis ça permet aussi de conserver la diversité. Tu sais, les agriculteurs, c'est des agents de conservation là, au sein de leur parcelle. Là. Ça conserve des variétés in situ. Fait que c'est vraiment important. C'est à peu près ces deux éléments-là là, que je retiens surtout là, de mes recherches de terrain. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la conversation ou est-ce qu'il y a des gens. Moi, j'ai une autre question là, que je pourrais poser, mais. En fait, il y a Karen qui en pose une autre question là, par rapport à la méthodologie de recherche. Okay. Je ne sais pas si tu voulais la poser toi-même, Karen. Je vais laisser la place à d'autres aussi. Bon, on peut peut-être la lire, puis. Mais n'hésitez pas, hein, si vous êtes gêné de poser des questions, là, vous pouvez lever la main, ouvrir la caméra. Sinon, oui, tu peux la lire, Valérie, s'il te plaît. Donc, la question, c'était est-ce que la méthodologie que tu as utilisée, la méthodologie de recherche, pourrait être applicable à une autre région du monde en lien avec la culture de l'avocat? Bien, en fait, pour ce qui est de la méthodologie de recherche, moi, je vais vraiment faire, dans le fond, je vais essayer de mesurer l'acceptabilité sociale des producteurs à instaurer là, c'est ça, un système de gouvernance participative des forêts, mais aussi tout simplement là, à instaurer des pratiques plus agroécologiques. Là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point de départ. Après, pour ce qui est de la solution que je propose, là, j'imagine que c'est de ce qu'on parlait ici là, d'une forêt modèle, c'est déjà appliqué ailleurs dans le monde. Là. Ça inclut justement l'agriculture, ça peut même inclure l'exploitation minière. C'est pas un système qui dit, c'est pas comme un aire protégé qui dit on veut pas d'industrie polluante, on veut pas. Ça essaie d'inclure un peu toutes les utilisations pour que chacun, finalement, ait ses intérêts. Tout le monde a ses intérêts dans ce système de gestion-là. Donc, oui, ça pourrait être applicable à une autre région du monde en lien avec la culture d'avocat. Puis je pense particulièrement comme en Colombie, il y a eu vraiment, il y a comme un cas assez tristement populaire, là, qui a des communautés qui sont totalement privées d'eau parce que la culture d'avocat, c'est une culture qui consomme beaucoup d'eau. Là. Au Michoacán, on a beaucoup de précipitations, donc ils sont chanceux là-dessus. Mais par exemple, quand on développe cette culture-là ailleurs dans le monde, bien, ça va assécher nécessairement les sources d'eau. Donc, ça va créer des conflits d'usage. Alors, un système en gouvernance participative, là, ça pourrait permettre d'inclure finalement les intérêts de tout le monde et de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de régénérer. Mm-hmm. Et Rebecca, quand tu parles d'une forêt modèle, est-ce que c'est associé aussi au réseau? Oui. Est-ce que tu vois ça comme étant associé au réseau mondial des forêts modèles? Oui, le réseau international des forêts modèles.
Oui, c'est ça. C'est un modèle de gestion des forêts qui a été développé au Canada en passant. Puis Ouais. maintenant, il y en a partout dans le monde des forêts modèles. Il y en a particulièrement, ça a été beaucoup vu aussi en Indonésie. Il y a vraiment des bons, ça a vraiment eu des bonnes réussites comme ailleurs dans le monde. On a vu l'amélioration finalement de la gestion là, des ressources plus durables. Excellent. J'ai mis le lien justement du réseau des forêts modèles. Effectivement, puis il y en a eu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse à la maîtrise à la forêt modèle du Lac-Saint-Jean. Puis justement, c'était super intéressant parce qu'on était dans un contexte un peu différent, mais on était dans cette espèce de gouvernance participative-là, puis d'essayer de faire autre chose que du 2x4 ou du papier, là, mais dans tout ce qui est forêt, produits forestiers non ligneux. Là, donc, c'est un réseau intéressant. Écoute, je me demandais, moi, c'est quoi les prochaines. Parce que là, tu as dit, je pense que tu as fait une première partie de ton terrain de recherche, mais dans le fond, qu'est-ce qui te reste à faire oui. pour la suite? Je pense Donc, que ça continue. C'est que moi, en fait, ma recherche s'inscrit là, dans la continuité de ce que j'ai fait à la maîtrise. Donc, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Et à la maîtrise, j'avais une vision un peu critique envers la production biologique. Donc, c'est pour ça aussi que mes recherches de terrain, mes entrevues avec les producteurs d'avocats, j'ai vraiment essayé d'avoir justement cette représentativité là, des producteurs biologiques. Mais là, maintenant, je pourrais presque postuler que la production biologique n'est pas non plus durable. Donc, pour ma 3e visite de terrain, finalement, je me questionne en ce moment. Là, je suis en train de la planifier. Là, si je dois aller questionner encore plus loin. Mais bien sûr, c'est sûr on pourrait toujours y retourner. Là. C'est un processus itératif. Hein, on pourrait toujours revenir en arrière. Mais quelque chose qui me manque, c'est d'interviewer des grands producteurs. Donc, comme c'est majoritairement des petits producteurs, moi, les producteurs que j'ai interviewés, c'est tous des petits producteurs. Là. Alors, j'aimerais ça trouver un grand producteur et aller faire une entrevue là, semi-dirigée. Et aussi, pour ce qui est de ma prochaine visite, là, ce qui est vraiment prévu, c'est que je fasse une rétroaction et une validation de mes résultats avec les producteurs. Donc, si je dis, moi, tant de pourcentage m'ont dit qu'il y avait, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait avoir un dialogue par rapport à mes résultats pour essayer là, vraiment de les valider auprès là, justement des répondants puis de la communauté. Intéressant. Merci, Rebecca. Karen, tu avais une autre question? Oui. Bien entendu, Rebecca, j'entendais en tout début de communication que tu développes ton doctorat sous la supervision de Nathalie Gravel, c'est bien ça? Oui. Je me permettrais de tendre la main à Mme Gravel, si elle veut bien partager avec nous, à savoir, selon votre vision, Mme Gravel, des recherches comme celle de Rebecca en lien avec la FFGG pour la recherche globale, comment ça peut faire une différence, cette approche-là, les ODD, auprès de vos collègues et de la communauté de chercheurs là, avec lesquels vous, bien sûr, vous travaillez étroitement, que vous dirigez? Merci. D'abord, j'aimerais féliciter Rebecca pour sa présentation et les liens qu'elle a créés là, avec les ODD. Donc, ça, c'est la partie plus nouvelle pour moi parce que jusqu'ici, là, dans son projet de recherche, elle en parlait peu. Donc, ça, grâce à cette initiative, là, je pense que ça l'a fait creuser davantage et j'imagine là, qu'on va voir des retombées dans sa recherche elle-même. Donc, ça, c'est positif pour elle. Et elle a eu beaucoup de courage là, pour faire ses séjours sur le terrain et comprendre aussi toute l'agriculture mexicaine, le rôle de l'État
Et elle s'inscrit un peu dans la lignée là, de mes recherches que j'ai déjà effectuées dans le Mexique rural. Et ils ne sont pas nombreux ou nombreuses les étudiants à faire ces recherches-là, en tout cas sous ma supervision. Donc, Rebecca fait un peu exception et le milieu rural a besoin de plus de chercheurs et malheureusement, pendant plusieurs années, on dirait là, que les étudiants ont été moins attirés. En tout cas, là, en géographie, ça reprend de la popularité quand on peut faire des liens avec l'agroalimentaire. Donc, c'est bien, tant mieux. Et puis, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont être inspirés par les travaux de Rebecca. Et elle a aussi, elle bénéficie d'un partenariat là, qui existe, probablement dit là, au début, mais j'ai manqué le début, j'étais en cours ce matin, mais avec l'Université nationale autonome du Mexique, le campus de Morelia, Michoacán. Donc, ça lui permet de circuler de manière relativement sécuritaire, aussi d'avoir pu choisir l'étude de cas Tingambato, c'était une décision de l'équipe locale de scientifiques. Donc, on a bénéficié de cette collaboration-là et puis je pense que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir garantir la sécurité de l'étudiante. Et ça, je pense que chaque projet là, devrait compter sur des partenaires terrain là, sur place. Donc, il y a c'est très prometteur comme recherche et aussi, elle sera invitée à publier avec les différents membres de l'équipe de terrain. Donc, je pense que ça va bien lancer sa carrière et je pense qu'elle elle s'oriente déjà là, très bien avec la présentation qu'elle nous a fait. Là, j'ai bon espoir pour elle là, que ses recherches et que sa carrière par la suite là, se déploie bien et en ayant évidemment là, un bon impact sur tout ce qui est la conscience de la durabilité là, des exploitations durables en milieu rural. Excellent, merci, merci Mme Gravel. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tout d'abord remercier beaucoup Mme Perrault pour la présentation très, très intéressante et pour la réponse aux questions. Ça fait plaisir. Puis, écoutez, je vais partager tranquillement, je vais juste partager deux petites informations sur les prochaines activités de l'Institut EDS. Donc, il y aura un midi-causerie le 15 novembre. Le 15 novembre, on va être en plein cœur de la COP 27 sur les changements climatiques. Donc, on a décidé de faire une thématique qui est plus changement climatique, justement. Puis, on vient d'avoir la confirmation là, que le professeur à la faculté de droit, Ivan Tchotourian, va venir faire une présentation sur les changements climatiques. Où s'en va-t-on dans l'encadrement des entreprises? Donc, une vision un peu plus affairis. Donc, le rôle aussi des gouvernements dans l'encadrement des entreprises. M. Tchotourian aussi va rester à l'affût des actualités au niveau de la COP 27. Donc, on voulait avoir une thématique assez large là, pour pouvoir aussi faire des liens avec la conférence qui sera en cours, qui sera presque terminée en fait à ce moment-là. Donc, voilà pour le prochain midi-causerie. Et ensuite, il y aura un webinaire aussi qui aura lieu le 22 novembre 2022 à 11 heures, dans heure du Québec, mais qui sera diffusé aussi, en tout qui sera diffusé aussi auprès des étudiants de Guillaume Lafortune, qui est basé à Paris. Donc, c'est vraiment au sujet de la mesure de la performance des États sur le développement durable. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, il y a vraiment des outils de présentation de l'état d'avancement de chacun des pays au niveau du développement durable, au niveau des ODD. Donc, il va venir nous entretenir de ça. J'espère que j'explique bien. Liliana, si jamais tu souhaites dire quelque chose de plus par rapport à cet événement-là, tu peux ouvrir ta caméra, sinon...
à brûle pour point ma collègue Liliana qui a Oui, fait des liens avec Guillaume. Ça, c'est par rapport au rapport qui est publié annuellement par le Sustainable Development Solution Network, donc le SDSN, puis qu'il y a aussi un site, là, comme tu l'as bien expliqué, où on peut visualiser toutes les données pour l'indice qui compare l'état d'avancement des différents pays sur chacun des ODD. Donc, on voulait savoir un peu plus sur la méthodologie, sur la définition de cet indice. Et c'est ça, on a la chance d'avoir justement le responsable de l'élaboration de ces rapports qui va venir nous expliquer tout ça. Alors, merci. Et je profite pour féliciter Rebecca. C'est une excellente présentation qu'on va sans doute utiliser aussi dans d'autres formations. Alors, bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Puis, on a des félicitations aussi de la part d'un participant. Félicitations pour cette brillante présentation. En fait, plusieurs félicitations dans la conversation. Merci à l'Institut IEDS, à EDS, de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis comme disait Nathalie, là, c'est certain que moi, ça va avoir des impacts là, dans ma propre recherche aussi. De faire cet exercice-là, ça m'a apporté, ça m'a fait approfondir là, finalement mes réflexions envers les différents ODD que j'ai abordés aujourd'hui. Puis je vais certainement regarder de plus près aussi les autres ODD que je n'ai pas abordés. Là. Excellent. Donc, merci beaucoup, Rebecca. Ça sera donc le mot de la fin. Je vais juste simplement vous remercier tout le monde pour votre présence, remercier Rebecca et bien sûr Valérie, Charlie, Edem, Karen pour le soutien technique et logistique. Et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'heure de dîner. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, bye, merci.